Correction de l'activité sur les ondes sismiques. On nous demande dans un premier temps de justifier que les ondes P et S sont des ondes mécaniques. Alors on sait qu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière, et une onde mécanique nécessite forcément la présence d'un milieu matériel pour se propager. Les ondes PS se propagent dans la croûte terrestre, mais pas dans le vide, donc forcément ce sont des ondes mécaniques. Maintenant, on s'intéresse à des ondes progressives périodiques. La flèche double est représentée sur le document et on nous demande sa justification. Donc, on peut mettre en évidence tout de suite que c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu qui sont dans le même état vibratoire. On voit sur le schéma notamment qu'elles sont au maximum d'amplitude. Par définition, cela correspond à la période spatiale de l'onde périodique, qu'on appelle encore la longueur d'onde lambda. Il faut maintenant indiquer le type d'onde, P ou S, qui traverse le noyau terrestre. Donc ce noyau, par rapport au schéma, ou plutôt par rapport au système de graphes, on voit que c'est un noyau liquide. Et d'après les documents, eh bien, contrairement aux ondes S, les ondes P peuvent se propager dans les liquides. Donc forcément, les ondes qui vont se propager dans le noyau, ce sont des ondes P. Cette fois-ci, détection des séismes en utilisant le sismogramme. Donc on voit déjà que à partir de cet enregistrement, eh bien les ondes P sont perçues avant les ondes S. On peut mettre en évidence le retard horaire entre les ondes S et les ondes P et on peut le mettre en évidence sur le schéma. Alors, on peut justifier aussi facilement qu'on détecte les ondes P avant les ondes S parce que les ondes S vont moins vite ou en tout cas ont une célérité moins grande que les ondes P par rapport au système de graphes qu'on avait étudié précédemment. On va maintenant s'intéresser à la localisation de l'épicentre. Alors, si on note D, la distance entre l'épicentre et la station d'enregistrement, eh bien, on peut dire que le temps nécessaire à l'onde pour parcourir cette distance D avec une célérité V est tel que T égale D sur V. On suppose ici que l'onde se propage à vitesse constante. Alors les ondes S et les ondes P n'ont pas la même célérité, la durée nécessaire sera donc différente. Pour les ondes S, on pourra écrire que le temps en tout cas la durée pour arriver jusqu'à la station est telle que TS égale D sur VS, et pour les ondes P, on pourra écrire que la durée nécessaire pour que les ondes P arrivent de l'épicentre à la station est telle que TP égale D sur VP. Alors la durée TP est plus petite que la durée TS. On va donc pouvoir retrancher ces deux durées pour avoir une valeur positive. On va prendre la plus grande moins la plus petite. Donc comme on a exprimé avant les durées TS et TP, eh bien on va pouvoir remplacer dans l'expression la distance D entre la station et l'épicentre étant la même dans le cas des ondes S et des ondes P. On peut mettre en facteur cette distance D et on va pouvoir éventuellement isoler la distance D si on veut la calculer. C'est ce qu'il faudra faire après. Donc d'après les documents, on nous donne les durées pour que les ondes arrivent jusqu'à la station. Donc on va pouvoir calculer la différence entre TS et TP. On nous donne aussi en kilomètres par seconde les célérités des ondes S et P. Donc VS et VP sont connus. On va pouvoir en déduire la distance correspondante. Alors attention à bien mettre non pas dans le système international, mais en tout cas en secondes pour la durée, et on pourra laisser en kilomètres par seconde pour les célérités. Voilà, donc quand on fait la différence, on trouve 182 secondes. En remplaçant par les célérités en kilomètres par seconde, on aura une distance entre la station et l'épicentre qui sera donnée directement en kilomètres, c'est-à-dire environ 1900 kilomètres.
Donc cette valeur est calculée en considérant que les ondes S et les ondes P se déplacent à vitesse constante. En réalité, c'est pas tout à fait le cas, donc il va falloir utiliser le document qui est fourni dans l'énoncé, qu'on appelle l'odochrone. L'odochrone donne le temps d'arrivée des ondes en fonction de la distance par rapport à l'épicentre. Donc là, c'est, on va dire, dans le cas réel, même si la célérité des ondes S et P varie au cours du temps. Donc si on a un décalage de 5 minutes au niveau des ondes S et des ondes P qui arrivent à une station d'enregistrement, eh bien il va falloir reporter sur la courbe cet écart de 5 minutes. Donc 5 minutes verticalement, voilà à quelle distance, à quelle longueur de flèche ça correspond. Donc on va pouvoir le reporter sur la courbe pour avoir cette même longueur de flèche. Et là, on se rend compte qu'on est pour une distance entre la station d'enregistrement et l'épicentre qui est proche de 4000 km. Alors maintenant, on peut encore aller plus loin. On peut considérer que pour chaque station, l'épicentre se trouve sur un cercle de rayon grand L. Donc, on a ici une carte avec deux cercles qui ont été tracés et on nous demande d'expliquer, d'indiquer pourquoi on ne peut pas positionner précisément l'épicentre du séisme. Alors là, on a tracé deux cercles centrés sur deux stations. Par contre, eh bien, en fait, il manque un troisième cercle. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous faut une troisième station d'enregistrement? Eh bien, avec deux stations d'enregistrement, on va avoir deux intersections différentes. Et là, eh bien, on ne pourra pas distinguer si l'épicentre a eu lieu sur un des deux cercles rouges. Donc forcément, il va falloir une troisième station d'enregistrement qui nous permettra d'avoir une intersection avec trois cercles. Donc le troisième cercle, il faudra le tracer sur la troisième station d'enregistrement, ici la station GCAPE. On travaille maintenant avec un programme Python et on nous demande l'indication chiffrée manquante pour une ligne du programme qui est comprise entre 14 et 17. Alors, en fait, quand on se base sur la ligne 17, on voit qu'on a deux distances de l'épicentre. Donc ça nous permet en fait de tracer deux cercles. Juste avant, on vient de dire qu'il nous fallait un troisième cercle avec une troisième station. Donc c'est la ligne 17 qu'il va falloir compléter avec la distance à l'épicentre de la station GCAPE. Donc ici, il faudra ajouter la valeur de 2,78. Donc maintenant, eh bien, au niveau du codage pour la ligne 27, il faudra simplement modifier la valeur de for i in range 2. On prendra plutôt pour cette ligne 27, eh bien, for i in range 3 pour bien prendre en compte les trois stations d'enregistrement. Voilà, donc maintenant on a les trois stations qui vont pouvoir enregistrer le séisme. Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer l'échelle parce qu'elle n'est pas donnée dans le document, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà deux cercles tracés avec deux stations différentes. Donc si on prend par exemple la première station HPAP, on connaît la distance entre la station et l'épicentre. Et on sait que, en mesurant, que ça correspond à 5,5 cm. Donc la distance par rapport à l'épicentre est fournie et vaut 1930 km. Cela correspond donc à une échelle de 351 km par centimètre. On peut vérifier cette échelle avec la deuxième station d'enregistrement. Donc on va mesurer le rayon du cercle. On connaît également la distance. Donc là, on a 6,8 cm qui peuvent être mesurés pour une distance réelle de 2390 km et l'échelle reste proche de 351 km par centimètre. On va donc se baser sur cette échelle-là pour pouvoir tracer notre troisième cercle dont le centre est la station GCAPE.
Voilà, donc il suffit simplement de faire une règle de proportionnalité pour déterminer le rayon du cercle correspondant. Et ensuite, quand on va tracer le troisième cercle, on va bien voir qu'il se coupe en un même point que les deux autres. Et c'est un point d'intersection correspondra à l'épicentre du séisme.